Écoutez, soyez pas trop moraliste. L'adultère qui dure longtemps, ça vaut conjugalité, non? Échec et mat est une séquence qui va permettre à deux de nos invités de confronter leur point de vue sur une œuvre ou sur un auteur. Aujourd'hui, Jules Verne. Nos deux invités, Roger Mauduit, historien, des plus grands spécialistes de la tradition orale en France. Vous traitez les personnages généralement sous l'angle de la mythologie, quasiment. Et votre prochain ouvrage, je crois, c'est Michel Fourniret, un serial killer. Donc, j'allais dire un serial rêveur comme Jules Verne ne pouvait pas vous laisser indifférent. Et vous publiez donc ce Jules Verne, La face cachée. C'est-à-dire que vous reconnaissez les talents de l'écrivain, mais vous débusquez l'homme et il y a à y voir. Éric Orsena, on connaît Éric Orsena, plus jeune membre de l'Académie française, vous êtes le Benjamin. Vous vous rendez compte? Pétillant et malicieux, ce qui est rare à l'Académie française. Pas du tout, détrompez-vous. Vous verrez quand vous entrerez. Prix Goncourt 1987 avec l'exposition coloniale. On connaît votre goût pour les mots depuis La Grammaire est une chanson douce. 500 000 exemplaires traduits dans 15 langues. Et cette fois-ci, vous nous proposez un portrait du Gulf Stream, éloge des courants. Et dans ce texte, Orsena pose une question quasiment métaphysique, à savoir, mais où commence donc le Gulf Stream ? Et comme le capitaine Nemo se demandait où ça passe tout ça. Voilà, où ça passe tout ça. Et comment se passent les voyages. Le Gulf Stream est une question métaphysique à lui tout seul. Et d'ailleurs, vous ne vous contentez pas, comme vous l'avez dit, de parler de ce courant. Vous allez y voir, un peu comme Jules Verne est allé voir le Maelstrom dans ce chenal meurtrier de la mer de Norvège. Et on voit là le côté aventureux. C'est la leçon de Jules. Absolument. Alors, on va vous regarder, vous confronter sur Jules Verne et voir si vous êtes aussi proches l'un de l'autre que vous le semblez là en ce moment. Ça m'inquiète un peu de vous voir si d'accord. Qui vous a fait découvrir Jules Verne? Ça doit être un mélange de mon papa et ma maman. Guy de Maupassant. À quel âge? 10 ans. Oh, il y a environ 2 ou 3 ans, mais Jules Verne m'intriguait déjà il y a une dizaine d'années. Jules Verne vous a-t-il incité à voyager? J'ai deux personnes qui m'ont dit qu'il fallait voyager. C'est Jules Verne et c'est Hergé avec Tintin. Peut-être pas moi, mais je pense qu'il a cité pas mal de gens à voyager. Que vous a-t-il inspiré? Qu'il faut aller voir de l'autre côté de ce qu'on voit. Il m'inspire des sentiments contradictoires, parfois un peu de rejet, parfois beaucoup d'amour. A-t-il influencé votre vie? Totalement. Je crois qu'il influence toujours. Votre écriture? Oui, pour le goût que j'ai des accumulations. Oui, pour aussi l'idée que chaque histoire est un secret à découvrir. Non, je ne crois pas. Le mépris dont souffrait Jules Verne était-il justifié? Bien sûr que non. Il a été méprisé et 100 ans après, il existe. Donc, messieurs les méprisants, on vous emmerde. Il n'a pas compris quelle était sa place. Vouloir aller à l'Académie française, c'était vraiment pas sa place. D'ailleurs, aujourd'hui, qui se souvient de qui était académicien au temps de Jules Verne? Une invention que vous aimeriez montrer à Jules Verne? Internet. Une voile qui capterait les courants, c'est-à-dire une voile sous-marine en fait. Connaissez-vous une citation de Jules Verne? Oui, c'est-à-dire les Français, pour Jules Verne, sont, ouvrez les guillemets, des culs de plomb. Fermez les guillemets, point. Non, mais ce n'est pas un écrivain à citation. Le roman de Jules Verne le plus réussi? C'est l'ensemble. On ne peut pas dire à un fleuve quel est votre mètre cube dont vous êtes le plus fier. Je dirais 20 milieux sous les mers. Une invention de Jules Verne que vous préférez? Jules Verne, contrairement à une idée reçue, n'a rien inventé. Le sous-marin. Une question que vous aimeriez poser à Jules Verne? Pourquoi si peu de femmes gentilles? Ça existe, Jules, les femmes gentilles. Qui êtes-vous vraiment? Si Jules Verne n'existait pas, pourrait-on l'inventer? Mais on n'en a pas réinventé depuis. Jules Verne est irremplaçable. Si Jules Verne n'existait pas, je me sentirais beaucoup, beaucoup plus petit. Merci, Jules. Messieurs, avant de revenir sur votre confrontation, je voudrais expliquer un petit peu le fonctionnement de cette jolie machine. Celui qui parle peut être à tout moment interrompu en tapant sur un de ces boutons-là. D'accord? Alors, avant ça, je voudrais, Roger Mauduit, vous dire que dans ce que j'ai vu, je ne retrouve pas le côté un peu pugnace qu'on trouve dans votre livre, à savoir que Jules Verne était un petit bourgeois étriqué, mauvais mari, mauvais père, antisémite, anglophobe, et
il n'aurait pas écrit tous ces livres. Alors j'aimerais, Roger Mauduit, que vous commenciez et que vous défendiez ce point de vue. Non, Jules Verne a écrit évidemment l'immense majorité de ses livres. Bon, à 2 ou 3 exceptions près. Bon, une des exceptions... Seulement 2 ou 3 exceptions? C'est déjà pas mal. Donc 2 ou 3 exceptions près. 2 ou 3 exceptions, c'est quand même énorme. Disons 3. Bon, disons 3 exceptions. Donc une de ces exceptions, c'est les 500 millions de la Bégomme. Alors ça a été écrit au départ par André Laurie, c'est son pseudonyme. Son vrai nom, c'est Pascal Rousset. C'est un journaliste, c'est un communard. C'est quelqu'un qui a été exilé en Nouvelle-Calédonie, qui s'en est évadé avec Rochefort et qui, à Londres, crevant de faim, a contacté Hetzel en lui disant « Voilà, moi j'ai des problèmes, mais je peux écrire ». Et il a écrit les 500 millions de la Bégomme. Non pas comme un nègre. Hop. C'est vrai, je suis d'accord, il faut rendre hommage aux nègres. J'ai été nègre, sans doute avez-vous été nègre. Et donc, il faut saluer ce monsieur. Donc, il faut saluer le nègre. Je suis d'accord avec vous. Pardon pour la confrontation. Non, mais continuez ce que vous dites est passionnant. Sénat ou l'éloge du nègre, alors, maintenant? Bah, bien sûr. Bon. Un autre point, là, bon, votre temps de parole continue, là. Cette histoire de neveu, de coup de pistolet sur le neveu, vous en parlez? Ah, ça, c'est très nébuleux. Bon, donc, un jour de 1886, Jules Verne rentre chez lui. Et là, il se fait tirer dessus à 2 reprises. Une balle se perd, l'autre se loge dans son pied. Et il en regardera des séquelles toute sa vie. Et le tireur, c'est son neveu, son propre neveu. Le bonhomme a été décrété fou. Et encore aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude ni quand il est mort, ni où. Mais est-ce que ce neveu n'était pas Louis XVII? Oui, parce que moi, je me disais... Ou le masque de fer. Ou le masque de fer. Je pense que c'est là. Non, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire, c'est votre passion pour aller prendre les grands hommes et pour trouver les petits côtés comme ça des grands hommes. Mais pour faire des grandes œuvres, il faut peut-être être petit si on est grand partout. Il n'y a pas suffisamment d'écart d'atmosphère. Oui, la formule est jolie. Je vous remercie. Bon. Mais moi, j'aime bien l'adage qui aime bien châtie bien, et j'aime bien de savoir un petit peu qui est qui. Et alors, est-ce que vous aimez Jules? Oui. Ah. Oui, j'aime Jules Verne. Bon, au départ, ce bouquin devait s'appeler Biographie amoureuse. Bon, et si on parlait des femmes, là, tous les deux, on peut très bien avoir des hauts et des bas avec son épouse, avec sa compagne, s'engueuler de temps en temps, se dire les 4 vérités. Il a une maîtresse tendrement aimée, d'après ce qu'on dit. D'après ce qu'on dit. Bon, c'est la Camilla de Jules. La Camilla, à part que la Camilla, on a des photos, pour Estelle, la Camilla de Jules, on n'a pas grand-chose. On a des suppositions. Écoutez, soyez pas trop moraliste. L'adultère qui dure longtemps, ça vaut conjugalité, non? Mais a-t-il duré longtemps? On n'en sait rien. Ah, plusieurs années, là, j'ai des fiches. J'ai des fiches, car... J'ignorais que les archives des RG du 19e étaient à l'Académie française. Mais bien sûr, elles sont là. Uniquement les archives amoureuses, c'est les seules qui comptent. C'est en effet les plus intéressantes pour connaître les hommes. Car beaucoup d'académiciens sont des coquins, quel que soit l'âge. Quand vous ferez une enquête sur nous, méfiez-vous. Bon, alors, et l'antisémitisme de Jules Verne, qu'en est-il? Qui répond? Ah ben écoutez, moi je vais commencer parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Jules Verne est un homme dans son siècle. Bon, il ne faut pas voir l'antisémitisme du 19e siècle comme on voit l'antisémitisme d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il y a eu Auschwitz, il y a eu Verdif, etc. On ne peut pas voir l'antisémitisme avec les yeux qu'avait quelqu'un de 1880, 1870. Et sur le plan de l'antisémitisme, est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des grands relents comme ça, c'est vrai. Mais, ce sont des relents d'époque. Ce sont des relents d'époque, et puis peut-être il aurait pu être un peu plus ouvert que d'autres. Mais regardez, quand on prend Hergé, ouais. Vous prenez l'étoile mystérieuse. Tous les méchants, c'est des savants juifs, tout ça sans arrêt. Donc il y a eu ce fond de l'air terrifiant qui était l'antisémitisme. Ça ne nous empêche pas d'aimer Hergé, vous l'avez dit dans votre... Attention avec Hergé, Jules Verne, c'est le 19e siècle, il est mort en 1905. Hergé, son antisémitisme, c'est un antisémitisme qui s'est développé dans les années 30 et qui a pris son apogée dans les années 40 dans un journal collaborateur. Jules Verne est un bourgeois catholique, Hergé est aussi un bourgeois catholique, bon, belge, bruxellois, bon, mais très influencé par l'église belge de l'époque, qui était antisémite. C'est vrai que 100 ans après, c'est encore moins excusable. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Mais globalement, est-ce qu'il faut lire Verne? Moi, je le lis. Il n'y a pas de raison que d'autres n'en fassent pas autant. Et le colonialisme dans tout ça, Jules Verne, sa position?
Alors personne n'en parle. Jules Verne est un écrivain de son temps. La France de cette époque-là est un pays raciste en partie, c'est-à-dire qui ne reconnaît pas les mêmes droits aux peuples colonisés qu'aux Français de souche, comme on dit maintenant. Donc il est dans son temps. Bon, il n'est ni plus raciste ni moins raciste qu'un autre on parle de cette époque-là. Est-ce qu'on trouve des traces dans l'œuvre qui pourraient... Mais bien sûr, il y a des traces dans l'œuvre, mais c'est d'abord un formidable curieux. C'est-à-dire, il va au-devant des peuples. C'est vrai, ce qui est frappant, c'est qu'il s'intéresse plus au peuple, comme ça, en lutte contre une oppression. Il s'intéresse au peuple en lutte contre une oppression quand la lutte est terminée depuis longtemps. On dit que Jules Verne a soutenu l'indépendance grecque. Bon, quand il a soutenu l'indépendance grecque, les Grecs étaient indépendants depuis 50 ans. On dit C'est vrai, c'est vrai. Bon. Mais c'est vrai que... Non, mais vous avez raison. Mais non, vous avez raison. Mais non, pas du tout. Et non, mais moi, je parle des classes sociales, car c'est vrai qu'ils s'en foutent complètement des dominés. Mais quand même. Bon. Quand même. Bon, Jules Verne, au départ, est anti-Dreyfusard, puis il devient Dreyfusard quand pratiquement tout est terminé aussi. C'est Jules Verne ou c'est son éditeur qui est un formidable commerçant? Ah, c'est Hetzel. Hetzel a un sens de la vente inouï. Et puis il y a ce coup de génie. Est-ce que votre éditeur a un vrai sens du commerce? Joker. Dites-moi, une question encore qui va vous agacer. La fascination qu'ont eu les nazis pour le personnage de Nemo, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est dans vos livres, hein, c'est pour ça, c'est dans votre livre, c'est pour ça que j'en parle. Il semblerait que Goebbels se soit intéressé à Nemo pour en faire une sorte de figure, le capitaine intrépide de notre flotte de sous-marins. Et U-boat, ceci dit, si dans 50 ans, un dictateur en France s'intéresse au personnage d'Orsena pour sa propagande, c'est pas la faute de M. Orsena. Et d'ailleurs, M. Orsena va conclure, parce que M. Orsena est en retard. Eh bien, Nemo, il dit qu'il aime la mer. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de mythologie de la mer dans le nazisme. Il aime la liberté. On ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de liberté dans le nazisme. Donc c'est extraordinaire de faire porter comme ça à Jules Verne ce genre de péché aussi terrible. Non, ça c'est une bêtise, permettez-moi de vous le dire. Eh bien, on terminera sur cette bêtise, et moi je suis très content, et même de vous avoir un petit peu titillé, parce que je crois qu'en vous écoutant, on a maintenant que de bonnes raisons d'aimer Jules Verne. Messieurs, au terme de cette confrontation, comme on le faisait, je vous demanderai de vous serrer la main. Ah, je sais pas.